Les défis de la production locale en Afrique, c'est le thème de cette semaine. Et nous en parlons avec Kpondo Hofosu Lawson Chili. Il est le directeur général de NDT Quality Expertise. Il est au plateau avec nous, Monsieur Lawson Chili. Merci de rester en notre compagnie. Je vous en prie. NDT Quality Expertise. On en a parlé dans la première partie, l'introduction. Pour cette seconde partie, peut-être pour ceux qui viennent de nous prendre au vol, en Afrique, je sais que vous intervenez en Europe aussi, mais en Afrique, quels sont vos plus hauts faits d'armes dans le domaine industriel? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il y en a tellement que je ne sais même pas quoi dire. Euh, Pour contrôler, euh, vous intervenez dans le contrôle ou déjà à la conception des projets? alors, ça fait partie de nos domaines. Vous savez, en projet industriel, tout commence toujours par des drafts. Quand on fait des drafts, ensuite, on les fait passer dans les études pour regarder si ça tient la route. Si c'est validé, on lance la production de l'échantillon. Et quand l'échantillon sort, on va faire ce qu'on appelle les tests de contrôle destructif sur l'échantillon pour voir s'il résiste aux caractéristiques qui sont prévues dans les calculs. Je ne sais pas si vous connaissez les RDM, la résistance des matériaux. Si on fabrique une courroie pour un vélo ou bien une voiture, n'importe lequel, on fait des tests dessus pour voir si on l'a branché à une tension donnée, pour combien d'heures il peut tourner avant d'arriver à la rupture. Ces tests-là, on les appelle les tests destructifs. Mais si on fait les tests destructifs, on fait l'analyse des chocs, l'analyse des ruptures, pour voir si le matériau s'est comporté comme on l'a prévu dans les calculs théoriques. Quand c'est validé, on reproduit 2 ou 3 échantillons, on va refaire les tests pour confirmer le premier test. C'est quand c'est confirmé qu'on lance la production avec des valeurs, des spécifications fermées. C'est pourquoi quand vous prenez n'importe quel matériau, de l'huile, n'importe lequel, on vous demande data sheet, la fiche des données qui permettent de faire confiance à ce que vous avez fait. Mais tu ne peux pas, toi qui as fait l'étude, de valider toi-même. Tu dois les donner à une tierce partie qui va confirmer sur les 2 productions qui ont suivi l'échantillon. Et ça, on va appeler ça la certification. Toi, tu as fait des données propres à ta production dans ce que tu as prévu. Lorsque nous, on nous confie une étude qui a été faite et qu'on doit valider les données de l'étude avant qu'on lance la construction, avant qu'on lance la production. Nous, ce qu'on fait, on a des laboratoires à travers le monde accrédités avec lesquels on travaille. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Lituanie, il y en a un peu partout, même en Ukraine. Moi, je travaille avec l'Ukraine. Tous ces gens-là, on les met à contribution pour avoir les paramètres. Si 2 laboratoires te donnent les mêmes paramètres, tu ne peux que croire en ça. D'abord, ils sont dans le système international, ils sont tous ILAC, intercomparaison internationale, et ils ont des équipements très modernes. Nous, ce qu'on fait au Togo, on fait juste dans des dimensions moindres. Nous faisons des analyses, des essais, mais d'une dimension moindre. Mais lorsqu'il s'agit d'investissements très lourds et qui vont entraîner des conséquences, nous avons tout un tissu de laboratoires à travers le monde que nous consultons et qui nous envoient les données. Et c'est sur la base des données que nous certifions. Je vous donne un cas. Le gouvernement béninois a importé 8 milliards de litres de gasoil. Le résultat que le vendeur lui a amené avait des doutes. On a été saisi pour, à l'arrivée de la cargaison, de faire des prélèvements et que nous, on donne notre point de vue par rapport à ce que le fabricant a amené comme document. On est parti prélever au port de Cotonou, dans les cales des bateaux qui sont venus livrer le gasoil. Nous avons, par DHL, envoyé ça
dans les 24 heures dans les laboratoires, 2 laboratoires distincts. Et quand on a reçu les résultats, nous avons comparé et on a pris par rapport à ce que le fabricant a envoyé, on a vu qu'il y a des paramètres qui ne sont pas bons. Du coup, le programme béninois a demandé une réduction sur ce qu'on a livré, qui n'est pas conforme par rapport à ses spécifications. Voilà ce qu'on fait comme appui. Nous travaillons beaucoup avec des gens à l'extérieur, mais pas beaucoup au Togo. Mais ce n'est pas un problème particulier, puisque nous arrivons toujours à survivre et bientôt nous allons faire 20 ans d'existence au Togo. Lorsque quelqu'un veut construire un dépôt de carburant, il y a des études qui sont faites pour la construction des bacs. Au Togo, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais, si vous prenez le dépôt de STSL, par exemple, là, ça a été fait depuis le temps des temps. Donc, régulièrement, on fait des évaluations et nous faisons partie de ceux qui aussi interviennent dans le cadre des évaluations. Vous pouvez après consulter ces gens-là pour qu'ils jugent de ce qu'on leur fait. Mais l'effet d'âme le plus important qu'on a fait, c'est une étude de 200 000 $ qui a été réalisée par une structure londonienne pour une boîte au Bénin. Lorsqu'on a été saisi pour vérifier si la conformité de l'étude est conforme, on a détecté plus de 33 non-conformités dans l'étude. Mais lorsque le PDG il a vu les résultats et que les Anglais ont reconnu que c'est des erreurs, si on n'avait pas eu à vérifier l'étude, parce que quelqu'un qui fait une étude peut faire une erreur. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour vérifier? On utilise les mêmes normes qu'ils ont utilisées chez eux. Nous, on travaille à l'international, donc on a les mêmes normes. Donc on prend la norme, on dit que mais il s'est trompé ici, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et quand on a montré ça au PDG, il a dit que mais on le surprend parce qu'il ne peut pas imaginer que une petite cellule de cabinet d'expertise à Lomé peut lui apporter cette aide-là qui lui a permis de sécuriser ces 25 milliards d'investissements. Quand on a corrigé, finalement, ce qu'ils ont prévu faire au début, c'est pas ce qu'on a fait à la fin, puisque nous avons retoqué l'étude qui n'est pas conforme à la norme, qu'ils ont utilisé d'après eux. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise? Ils ont utilisé la norme de 2010, alors qu'on était en 2015. Il y a eu de l'eau qui ont passé sous le pont. L'étude de 2010, avec la norme de 2010, n'est plus conforme au moment où nous, on a fait la vérification de conformité. Et quand j'ai eu le directeur qui a fait l'étude, il m'a dit, oh, excuse-nous, on s'est planté. On a pris comme référence la norme de 2010. On n'a pas utilisé la norme de 2015. Et tu as raison. Mais les assistants français qui étaient sur le terrain, qui me traitaient de tous les noms, quand leur patron a dit qu'on s'excuse auprès de M. Lawson, c'est lui qui a raison. Mais ils étaient tous ébahis. Même le PDG a dit que mais merci beaucoup parce que nous, on allait investir dans quelque chose de rétrograde qui n'est plus conforme à la norme actuelle. Du coup, on a modifié tout et ça a entraîné d'autres négociations commerciales entre les partenaires. Et finalement, quand on a validé le truc, on l'a mis en place. Aujourd'hui, ces gens-là sont en exploitation. C'est un grand groupe béninois qui s'appelle OSPP, c'est ceux qui veulent des noms. On peut aller leur poser la question. Le PDG, il est vivant. Nous avons eu à travailler pour le groupe Puma, sud-africain. Ils ont eu à acheter des usines qu'ils nous ont soumis pour évaluation. On leur a donné ce qui ne va pas, ce qui va pas. Et bien, ils étaient contents. Et puis, ils ont fait confiance à concurrence d'un montant donné. Nous avons fait tout ce qu'il faut comme vérification, conformité, etc. Et puis, bon, aujourd'hui, ils produisent tranquillement. Nous travaillons sur des projets de Oryx. Nous travaillons... bon, disons que les grands projets, on en a beaucoup fait dehors, mais pas au Togo. De construction industrielle. Oui. Mais les routes, vous les certifiez aussi? Ah non, c'est un gros problème. Nous avons eu l'Union européenne qui nous a sollicité pour aller faire une évaluation du route qu'ils ont fait au Bénin, en disant que la route ne répond pas aux normes. Bon, nous, quand on a vu le dossier, on a dit que bon, on s'est dessaisi parce que quand on faisait les appels d'offres, on sait à qui on a donné. Maintenant qu'il y a des problèmes, pourquoi ils veulent que nous, on aille dire que c'est telle ou telle personne qui est en faute? Non, on n'a pas besoin de ce genre d'expertise, ça ne nous intéresse pas parce que, en fait, c'est dès le début qu'il faut qu'on sécurise l'appel d'offres. Si l'appel d'offres est sécurisé, on va venir vérifier avec les normes qu'on a utilisées dès le départ. Par exemple, quand je disais aux gens au Togo, mais la plupart des routes n'ont pas de trottoir. Dans la norme, on dit, la route, elle est quoi? Urbaine, périurbaine, interurbaine. Et il y a des paramètres qu'il faut évoluer dedans. On dit, si c'est une route urbaine, vous devez mettre en place des trottoirs. Trottoir, ça ne peut être que surélevé par rapport à la chaussée. D'accord? Et quand on a un trottoir, il y a d'autres normes qui viennent en plus, qu'on appelle les normes d'accessibilité.
quand une femme a un enfant et est enceinte, porte un chariot, ou bien disons, les pousse bébé, doit pouvoir passer sur le trottoir, pas sur la chaussée. Mais quand on n'a pas de chaussée, vous voulez que la femme passe par où? Donc la plupart de nos routes n'ont pas de trottoir. Ben, regardez, par exemple, devant la présidence, c'est maintenant qu'on a envie de faire un trottoir sur le côté droit. La nouvelle présidence, vous pouvez aller vérifier. C'est maintenant qu'on fait un trottoir sur le côté droit. Mais le côté gauche, il n'y a rien. Il faut qu'on arrête de faire à des coûts très élevés des investissements, mais qui ne sont pas profitables pour la population. Parce que les accidents qu'on a sur les routes, c'est dû à quoi? D'abord, à la faiblesse de l'élargissement des chaussées. Et quand vous roulez côte à côte, pour un petit truc, vous faites le choc. La plupart des accidents qu'on a, il faut faire... Bon, en fait, ce qui est dommage, personne ne fait l'expertise pour qu'on ait l'accident. Parce qu'on est côte à côte sur la voie à double sens. Si il y a une voie qui est à gauche et il y a 4 mètres qui le séparent avec l'autre de l'autre côté, mais vous n'allez jamais vous croiser. Mais quand vous êtes tout le temps de vous dépasser, c'est un problème. Le problème des pistes cyclables aussi. Mais il y a des problèmes que nous, on a identifiés, mais comme on ne nous a jamais invités à un atelier où on discute de quelle route nous voulons pour notre pays, bon, il y a des gens qui disent que c'est leur métier, ils le font, bon, on les laisse faire. Parce que le jour où on demande, tu peux faire une évaluation par rapport aux normes, ben on le fera avec plaisir. Nous, on est là pour ça. C'est notre job, c'est de faire des expertises et de dire aux gens ce qui va, ce qui ne va pas. C'est ça notre rôle. Nous, on ne fait pas de la compromission, on n'est pas dans la complaisance, on est là dans le diagnostic et présenter avec des arguments à l'appui ce qu'on a détecté sur le terrain. Les téléspectateurs sont très nombreux à nous poser des questions. On va commencer par Mustapha qui nous écrit de Baguida, 91 24 44. Bonjour, votre invité est formidable. Hein? Il vous dit, Mustapha dit que vous êtes formidable. Votre invité dit tellement de vérité que je suis sûr qu'il ne sera plus invité sur vos plateaux. Non, vous savez, je dis toujours aux gens que le premier magistrat du pays, qui est son Excellence Fort et c'est mon patron, il dit toujours ce qui ne va pas pour nous permettre de nous corriger. C'est quand on ne le dit pas que les gens se complaisent dans la médiocrité. C'est quand on donne des critiques constructives. C'est ça que le gouvernement a besoin. Je me rappelle, mon doyen, le professeur Agba, disait la dernière fois, lors des 10 ans de UNIR, qu'ils ont un problème qu'ils ne voient pas les gens de l'opposition qui contribuent d'une façon efficace à leur dire ce qui va, ce qui ne va pas et qu'on sort pour qu'ils puissent s'améliorer. C'est une vérité. Nous, on ne fait que de la politique pour la politique. Nous, on n'est pas politiciens, on est technique. Et en technique, toutes les vérités sont à dire. Si même il ne veut pas écouter, au moins tu l'as dit. Demain, il va réfléchir. Je vous donne un cas. Lorsqu'on a fait la loi cadre en 2009, je suis parti voir l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Martinez. C'est ce qu'il m'a dit, que je ne suis pas un Togolais. Que ce que j'ai écrit là, ils ne vont pas l'appliquer. Pourquoi il dit ça? Il dit que d'abord l'expérience a montré que quand il y a une loi, c'est au bout de 3 ans qu'on commence par réfléchir pour son application. Nous, on a fait 6 ans avant de faire le décret. D'accord? Et il me dit, pourquoi tu veux développer le pays? Parce que tu as écrit dans la loi cadre, c'est pour développer le pays. Il dit que c'est pour éviter que nos ressortissants cherchent des visas pour aller aux États-Unis. Ils sont en train de faire des petits boulots là-bas. Il me dit, mais cette vision-là, tu penses que tout le monde y croit? Je ne suis pas sûr qu'on va appliquer. Et après 2009-2022, il a raison. Hein. Mais il ne va pas le dire ouvertement, diplomatiquement, il ne va jamais le dire. Mais par contre, c'est des confidences qu'il a laissées. Moi, je le dis. Il m'a averti que ça ne va pas s'appliquer. Parce que tu veux développer le Togo. On a eu des partenaires qui nous ont même dit que si on a l'argent pour faire, on n'a qu'à faire. Parce qu'ils ne vont pas nous financer pour qu'on mette en place ce qui permet de développer comme Dubaï le Togo. Je termine avec Mustapha de Baguida. J'aimerais aller à son école de formation. Le pays a vraiment besoin de personnes qui ont des visions. Le Togo est champion en théorie et faible en application pratique. Il faut vraiment changer de paradigme. Ben, écoutez, nous formons des gens un peu partout, au Cameroun, même dans les pays anglophones. Et nous sommes en train de préparer un groupe que nous appelons Génération Qualité, 228. Dans ce groupe-là, nous essayons souvent d'animer des conférences pour dire aux gens que
le développement ne peut provenir que de nous-mêmes. Quand tu vois les gens attendre de la CEDEAO, de l'UMOA, qui vont venir développer le pays, c'est une erreur. C'est des gens qui n'ont pas l'expertise qui disent des choses comme ça. Normalement, un développement, c'est propre d'abord aux citoyens du pays. Et c'est à eux de se prendre en charge. Quand vous savez là où vous voulez arriver et par quels moyens vous y arrivez, on ne vous aime pas beaucoup. C'est vrai. Mais si vous persistez, vous allez y arriver. Je vous donne le cas du feu Mangilou, je crois bien, Mantigoulou, l'ancien président de Tanzanie. À son élection, il a constaté que l'argent pour faire la fête de l'indépendance, la fête de l'indépendance, il a constaté que c'est tellement consistant, puisqu'on fête dans toutes les villes et consorts. Il a dit qu'il n'y aura pas de fête, on fait une prise d'armes. Et l'argent qu'il a pris, il a vu dans le budget, il a fait autoroute 300 km. 300 km autoroute en Tanzanie. Hein? C'est des exemples comme ça que nous on dit. Et des routes aux normes, pas des routes qui commencent comme ça, qui font comme ça. Non, des routes aux normes, 2 voies, 300 km. Pourquoi on donne ces exemples-là? On est en Afrique. Lorsque vous avez une volonté de faire quelque chose, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas la volonté, vous n'y arrivez pas. C'est très important. Nous, on est technique, on n'est pas politique. Ce qui fait que ça ne plaît pas souvent à des politiques de nous entendre, mais malheureusement, ils souffrent d'écouter. Moi, je n'ai pas de parti politique, je n'ai rien du tout. Mais nous sommes là et on est Togolais et fiers de l'être. J'ai eu toutes les propositions possibles de nationalité. J'ai refusé. Le président Ouad m'a donné la nationalité sénégalaise. J'ai refusé. Puisque j'ai travaillé pour le président Ouad aussi et pour le président Abdou Diouf. J'ai travaillé pour plusieurs présidences. Et je continue toujours pas à travailler pour des présidences. On vous a proposé la béninoise aussi. Ils nous ont écoutés. Et aujourd'hui, allez voir le Sénégal, la zone de Niamniadio et consorts. Allez voir les autoroutes, ils sont aux normes. Donc c'est beaucoup plus ça. C'est quand on écoute, on veut faire, on peut. Si on ne veut pas, on ne va pas le faire, c'est tout. Innocent nous écrit d'Apaon, bonjour le plateau et merci à l'invité qui est bon. Notre problème au Togo, c'est la politique, tout est politique. Et comme le Togo appartient à certaines personnes qui sont des politiciens, tant que vous n'êtes pas de leur bord, vous pouvez être un expert ex-qualité tel que vous l'êtes. Ils ne prendront jamais en compte vos propositions. Sinon, comment comprendre qu'après 62 ans d'indépendance, on manque de quoi se nourrir et prendre notre envol de développement? Mais bon, c'est quand même exagéré. Vous êtes consulté de temps en temps. Non, ceux qui veulent bien on ne prend pas en compte tout ce que vous dites, mais... C'est ça l'avantage d'être consultant ou bien d'être expert. D'abord, la plupart des consultants au Togo ne sont pas payés. D'accord? Donc, ce que vous leur dites, ils sont libres de l'accepter ou bien de ne pas l'accepter, de ne pas la mettre en œuvre. Ce que je sais, certains ministres ont fait confiance. On est arrivé jusqu'au bout, mais ils ont été satisfaits de la vision et du résultat. Et ça, je suis déjà naturellement au moins à l'aise avec certains compatriotes qui ont occupé des grands postes dans ce pays-là, qui nous ont fait confiance, ils ont vu ce qu'on peut faire. En termes d'économie, ok, parce qu'on a réduit beaucoup les coûts. En termes de résultats, l'efficacité de notre orientation, ce qu'ils ont vu, ça c'est du concret, ce n'est pas la tchatch. Étant donné que nous, bon, comme il a dit, je peux le confirmer, et ça il y en a qui me demandent, tu es de quel bord? Je dis bord Togo. On me dit que ça n'existe pas. Mais le Togo, c'est une nation à laquelle je suis fier d'être. Je n'ai qu'une seule nationalité. Je sais qu'on m'a proposé la canadienne, on m'a proposé la française. Tout le monde me pose sa nationalité. Je dis je suis togolais et je suis fier de l'être. C'est pourquoi je dis certaines fois à certains ministres que vous avez le titre foncier du Togo. Soyez un peu humble. Ils sont tout le temps occupés. Ils ne veulent pas écouter. Ils passent des années et après ils ne sont plus là. Mais ils oublient que le poste de ministère, c'est parce que l'autorité suprême, mon patron, le chef de l'État, a délégué une partie pour vous. Mais vous ne pouvez pas en faire votre propriété. Vous êtes là pour arbitrer et de vous encadrer par des gens qui peuvent vous donner des orientations. Nous, on a beaucoup de connexions à travers le monde. C'est ça qu'on a essayé d'utiliser pendant qu'on gérait l'agence togolais de normalisation. On a fait former 350 Togolais. Ils sont là. C'est pour le pays. Le Togo a un problème de masse critique de compétences. Ça, il le veut ou non, c'est ça.
On a besoin d'une masse critique de compétences. Des gens qui s'assurent. Tu es devant un Européen, un Chinois, tu sais de quoi tu parles. Ça, on n'est pas nombreux à s'assumer. Et c'est ça qui fait que souvent, on oriente nos projets vers certaines choses qui n'existent pas concrètement, qui ne vont pas dans l'intérêt général. Donc quand tu ne veux pas l'intérêt général, souvent, tu frustres certains politiciens, tu frustres certains décideurs, et tous, ils n'ont trouvé qu'un argument de base, tu es opposant. Tu n'es pas de notre bord. Mais c'est quoi le bord? Mais on est tous Togolais. Je n'ai qu'une seule entité, je n'en ai pas deux. Et je suis fier d'être Togolais. Salut monsieur l'invité, il me salue aussi. Bonne émission, une émission instructive. Moi j'ai une proposition, hein. Notre invité ne peut pas prendre son baptême de pèlerin, descendre sur le terrain afin d'encourager, informer et former certains Togolais peut-être chemin faisant. Notre invité aura un appui des autres experts, surtout de la diaspora. Merci beaucoup. Ce qu'il y a, nous avons fait certaines expériences, à commencer par mettre en place la génération qualité mouvement de 128. Ce qu'on a remarqué, les gens sont tout le temps occupés. On ne sait pas ils sont occupés à quoi. On veut déléguer une partie de nos connaissances sans sens à la jeunesse, mais ce qu'on a remarqué, tu les invites à une réunion, ils se font désirer. C'est eux qui viennent en retard. Mais je crois que ce n'est pas disciplinaire et c'est même pas respectueux vis-à-vis de quelqu'un qui consacre son temps, son énergie et ses deniers pour vous apporter une expertise gratuitement, sans vous demander un franc. Mais soyez au moins à l'heure, soyez au moins présent quand on vous invite à assister à une stratégie de comment faire pour devenir autonome. Parce que souvent, ce qui est dramatique, tout le monde est diplômé, mais ils attendent le concours de recrutement de la fonction publique. C'est ça qui est étonnant dans le pays. Ils attendent. Bon, il y a concours de ceci, et c'est ça qu'ils attendent pour faire. Donc je dis que dans ce cas, vous êtes, disons, vous subissez le système. C'est à vous de vous prendre en charge. Dieu seul sait, nous on n'a jamais eu un petit papier ni une recommandation. On s'est fait tout seul. Je défie toujours quelqu'un, dites-moi, quand est-ce que vous m'avez aidé? Jamais. On s'est fait tout seul parce qu'on a compris très tôt que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est ceux qui se lèvent très tôt, qui se prennent en charge, qui arrivent. Ce n'est pas ceux qui attendent qu'on leur dira qu'il y a un poste quelque part, aller postuler là, ou bien aller voir un monsieur qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Sinon, je m'emploie toujours à expliquer aux gens qu'il y a une émission qui a eu lieu lors des 40 ans de l'Afrique, de nos pays, par M. Daïko, l'humoriste ivoirien, qui disait que l'Afrique a un gros problème. Ben, c'est toujours d'actualité aujourd'hui, après 62 ans. Le problème qu'on a diagnostiqué il y a 10 ans après l'indépendance, 20 ans après l'indépendance, c'est comme si nos intellectuels sont tous, sclérosés. Ils ne sont pas capables d'innover. Et même si vous regardez les derniers événements qui ont eu lieu, l'actualité, où les gens s'excitent pour devenir secrétaire général du CAMES. C'est finalement arrivé à la Côte d'Ivoire. Bon, prenons CAMES. Vous avez vu le rapport? Dans le rapport que moi j'ai lu, eux-mêmes disent qu'ils fabriquent 14 millions de chômeurs chaque année. Ça, c'est eux. CAMES, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'on en fait dans nos pays de ce rapport-là? Personne ne s'en occupe. Voilà un peu la gravité de la situation. 90 18 67, bonjour le plateau. Votre invité a vu le problème réel du manque de production locale en insistant qu'on ne s'appuie pas sur les techniciens. Mais le problème, est-ce que c'est pas le fait il existe aussi beaucoup de faux techniciens? Beaucoup. Je ne veux pas donner son nom, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté il y a 72 heures. Il dit qu'il veut rentrer dans la certification. Je lui ai dit, mais quelle certification? Il ne sait pas. Donc, et du coup, je lui ai dit que non. Il faut d'abord que tu identifies dans quoi tu veux évoluer et que tu essaies d'apprendre dans le domaine avant de dire que je veux certifier. La certification, c'est une tierce partie. Donc, tu dois maîtriser le sujet. Tu ne peux pas venir seulement dire que je suis un agent certificateur. Je vous donne un cas très simple. Il m'est arrivé deux fois d'avoir un accident. Et l'expert en automobile, ils sont nombreux tellement avec les assurances. Il écrit n'importe quoi dans son rapport et puis bon, il a été payé pour ça. Je dis que mais ça, c'est pas un expert, je suis désolé. Moi, j'ai fait l'expertise aussi. Il a raconté n'importe quoi dans son rapport. Mais pourtant, l'assurance est basée sur ça. J'ai fait 3 accidents, aucune assurance ne m'a jamais dédommagé. Pourquoi? Ils sont tous complices. Les assurances ont une obligation. Avant de souscrire à quoi que ce soit, ils doivent évaluer le produit qu'ils veulent assurer. Ils ne le font pas. On a une concurrence énorme en matière de chiffre d'affaires dans les assurances.
Et la direction générale de l'assurance ne tape pas sur la table. Je leur ai dit ça dans le temps. Bon, je ne veux pas me répéter tout le temps, mais souvent, les gens font l'assurance pour l'assurance parce que c'est chiffre d'affaires. En réalité, on ne fait pas l'expertise. Le code ciment que j'ai enseigné, le code ciment qui concerne les assureurs, dit qu'il faut forcément avoir un expert qui fait l'évaluation des produits avant de les assurer. Et quand il y a sinistre, vous prenez encore un autre expert pour faire. Moi, j'habite des sinistres de millions d'euros. En Europe, etc. Bah, écoute, quand je sors une conclusion, tout le monde le respecte. On peut demander à Allianz, on peut demander à Colina et consorts, c'est les gens avec qui je travaille. Si je t'ai autorisé à raconter une anecdote, une assurance qui a refusé de nous dédommager parce que la police n'a pas envoyé son rapport. Oui, et il y en a plein. Moi, quelqu'un a laissé une voiture sur la chaussée, perpendiculairement à la voie. On le cogne, on dit que tu as tort. Parce que le gars qui a laissé la voiture sur la chaussée, le goudron, bah, il a eu raison de laisser une voiture dans l'obscurité, sans balisage et consort. Vous voulez que je dise quoi? Bon, c'est ça, ainsi va les faits et les événements. Bonjour le plateau, vraiment le problème de l'Afrique dans le domaine agricole semble être un mystère, ou du moins une malédiction à mon avis. Comment comprenez-vous que malgré tous les atouts agricoles dont dispose l'Afrique, climat favorable, terre fertile, extrême jeunesse, nous souffrons aujourd'hui d'une crise alimentaire à cause de Covid et de la guerre en Ukraine? C'est juste un folklore temporaire qui est fait autour de la production agricole, pas de suivi réel pour de bons rendements. On finance plus les services techniques agricoles pour que les paysans, plus que les paysans sur le terrain. D'autre part, on est plus occupé aux problèmes politiques, élections, alternance et on laisse l'essentiel de côté. Christophe depuis Atapamé. Alors, bon, moi ce que je sais, le Togo a bénéficié de certains appuis très importants de la Banque mondiale. On a eu PASA, PNASIA, on a un peu de tout. Hein. Mais normalement, si on est passé après ces programmes-là, normalement, on ne doit plus parler de ces problèmes, ne doivent plus revenir. Si le programme a vraiment été déployé, a servi à consolider les résultats. Mais ce qu'on constate, et c'est la reproche que j'ai déjà fait à la Banque mondiale sur plusieurs programmes, je suis parti à la Banque mondiale 2 fois déjà, où j'ai eu des séances avec les gens qui ont reconnu que, bon, le critère, c'est beaucoup plus le décaissement. Si on dépense beaucoup et que l'argent est consommé, ils disent que le programme est exécuté. Mais est-ce que concrètement on a atteint l'objectif? Ça, c'est le problème. Sinon, normalement, après la NIASA et compagnie, aujourd'hui, on ne doit plus parler de consommation locale, machin et consommation, puisqu'on devait normalement, dans ce programme, sécuriser la production, etc. Moi, j'ai vu beaucoup de production de documents, d'études, financés par le PNUD, financés par la Banque mondiale concernant la production agricole. Et puis, il y a même les documents de PAM, machin. On ne fait que se répéter, c'est comme si on n'a pas envie de sortir de notre situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. En fait, comme je dis, on doit avoir une vision. Et cette vision, nous devons mettre les moyens pour atteindre notre objectif à court, moyen et long terme. Voilà. Si on dit par exemple, sécurisons la production agricole, première des choses, identifions de quels produits il s'agit. Moi, on m'a voulu associer à plusieurs programmes que j'ai refusé de décliner. Malgré qu'ils vont payer, j'ai refusé parce que je leur pose des questions et ils ne peuvent pas répondre. Vous voulez faire la certification d'un produit que vous n'avez pas identifié. De quel produit il s'agit? On me dit non, viens d'abord, après on va parler. Je dis non, je ne suis pas dedans. Je parle de notre direction de la production, direction quoi Propriété intellectuelle? Non, non, ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Quand j'ai été chez les Coréens, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Quand est-ce que j'ai vu ONUDI développer un pays? Ça n'existe pas. Ils accompagnent éventuellement. Mais c'est le pays qui doit savoir où je veux arriver. Mais nous, quand tu rencontres nos fonctionnaires, ils attendent que les autres développent le pays. Et c'est ça qui est le vrai problème de paradigme qu'il faut qu'on change. C'est à nous de savoir si nous voulons sécuriser les ignames, et les ananas, les tomates et la mangue. Qu'est-ce que les Burkinabés ils ont fait? Ils ont mis en place une usine de transformation de mangue. Le jus de mangue là, qui circule partout, mais ça vient du Burkina Faso. Mais ça ne coûte pas cher, ce genre d'unité de production. Ça ne coûte pas cher. Mais
Seulement organiser les populations qui ont des manguiers dans leur village. Vous avez un mandat. Chaque fois qu'il y a saison de mangue, vous récupérez tout ce que vous pouvez récupérer, vous nous livrez, on vous paye tant le kilo. Point. En kilo, hein, mais pas en bol. Parce que nous, on travaille avec des unités de mesure internationales. Le 20 mai dernier, on a fait la journée internationale de la météorologie. On a parlé de la digitalisation, patati patata. Mais commençons par le BABA. Dans nos marchés, on vend toujours au bol. D'abord, c'est l'archaïsme. Il faut qu'on sorte d'abord de là. Pour qu'on puisse aller vers l'industrialisation que vous prenez là, il faut d'abord que nous changeons de paradigme, qu'on pèse tout en kilos d'abord. Et ça là, vous commencez par parler d'industrialisation, de garantie et de maîtrise de votre production. Tu demandes combien de tonnage de tomates de Togo produit. Je ne suis pas sûr. Parce que la plupart des tomates vont dans l'usine de Dangote dans la banlieue de Lagos. Mais les Béninois viennent prendre nos Togo, ils envoient. Mais à la frontière, je ne sais pas combien c'est déclaré, etc. Mais on sait que c'est les J5 qui transportent les tomates du Togo qui vont vers Dangote. Dans les villages de Aklakou, machin, consort, c'est les Béninois qui viennent prendre et ils s'en vont. Qu'est-ce qui empêche de signer un contrat entre l'usine de Dangote de tomates et le Togo en disant que nos productions, on vous le livre, mais contrôlées par nos structures à nous. Que de laisser des opérateurs qui viennent prendre la tomate à moindre coût au détriment des paysans. À des coûts très très bas. Et les gens, ils font ça depuis des années, ils sont toujours dans la pauvreté. Voilà. Richard nous écrit de Cara. Bonjour à l'invité. Je pense que la question de la production locale restera un énorme défi auquel sont et seront confrontés tous ceux qui se seront hissés au sommet de l'État en vue de sa gouvernance. Ainsi, pour résoudre cette problématique, il faut commencer par faire changer de mentalité aux citoyens en leur inculquant que la meilleure chose à consommer vient de chez soi. Ensuite, créer les conditionnalités pour permettre aux jeunes d'investir véritablement dans l'agriculture avec des facilités d'accès à la terre et des moyens techniques avancés à cet effet. Il a 100% ma validation. Je vous donne un cas. Très souvent, quand je vais dans un restaurant, on me dit « Qu'est-ce que tu prends comme bière ?» Je dis toujours « Aoyo ». La bière avec beaucoup de zéro, c'est comme ça, je dis souvent. Vous savez pourquoi je dis ça? Ça me rappelle le père de la nation. Quand tu bois Aoyo, là, et ça reste au Togo. Mais quand tu prends Beaufort et compagnie, là, il n'y a rien qui reste dans le pays. Donc, produit local. Aoyo est fait à base des choses qui proviennent du pays. Vous ne trouvez pas ça ailleurs, hein? Oui, pratiquement pourquoi on ne peut pas en voie de disparition. Pourquoi on ne peut pas développer ce produit local et en faire du marketing pour obliger les gens à boire au maxi à Oyo? En faire une marque togolaise. Hein. Oh, mais c'est ce genre de choses qu'il faut, quand on parle de culture, de produits locaux. Bon, et il y a des gens, ils font des choses au Togo, mais ils sont venus seulement pour utiliser les avantages fiscaux et consorts pour pouvoir exporter, c'est tout. Mais localement, les populations, c'est ce qu'ils arrivent à écouler qui leur permettra de changer leur vécu quotidien. Et c'est sur ça qu'il faut qu'on mette l'accent. C'est pourquoi moi je dis que la définition du produit local, ça fait maintenant du chemin. Il y a une discussion qui est en cours dans beaucoup de pays pour qu'on définisse qu'est-ce qu'on entend par produit local. Un produit destiné à la consommation locale. Non, ce n'est pas seulement la consommation, où il y a beaucoup plus de revenus qui retournent aux planteurs, aux paysans. C'est ça qu'il faut privilégier. Mais quand vous privilégiez juste parce que c'est made in Togo, mais qui est sous-traité ou bien qui consomme et que tous les dividendes vont à l'extérieur, ça déséquilibre l'économie. Vous n'allez nulle part. Ouais. Nakpan nous écrit de Karan, Chapou Nakpan. Bonjour, monsieur Lawson Chili. Merci beaucoup pour l'émission. Je suis d'accord avec vous qu'il faut vraiment de l'humilité pour collaborer avec nos experts. Il faut être humble pour écouter et travailler avec les experts ou autres personnes pour sortir la population de certaines conditions difficiles que nous vivons actuellement. Merci beaucoup encore pour ce point de manque d'humilité de certains responsables. Le Togo dispose de beaucoup de têtes bien faites pour aider à résoudre certaines difficultés. Il faudrait aussi une certaine ouverture et l'écoute des responsables pour arriver à une grande émergence. Et nous devons aussi accepter les comparaisons des pays pour évoluer. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je peux vous assurer que je travaille avec beaucoup d'experts. Et sur beaucoup de projets dans lesquels je suis impliqué dans les autres pays, j'implique des Togolais
pour qu'ils regardent ce qu'on fait à l'extérieur. Et bon, on ne peut pas en parler en détail à cette émission, mais nous avons beaucoup de projets à l'extérieur et que nous faisons découvrir à des professeurs d'université et consorts que ce qu'on leur reproche, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons. Ce qu'on leur dit, ils enseignent des choses qui sont déphasées par rapport au développement réel du pays. Alors que le but de l'université, c'est d'orienter le savoir pour transformer le bien-être des populations. C'est pourquoi on dit recherche. Tout le monde est enseignant-chercheur, oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous ne prenez pas une masse critique de produits locaux, que vous dites qu'on a fait des recherches, si on faisait ça va nous permettre de sortir 10 000 personnes de la pauvreté. Je peux dire maintenant certaines choses. L'ancien président de la BOAD, nous avons l'occasion de le côtoyer régulièrement, nous échangeons sur beaucoup de sujets. Je lui ai seulement posé une question toute bête un jour, quand on était ensemble, je lui ai demandé, mais dites-moi, M. Avogandé, dis-moi, pourquoi avec tous les milliards que vous avez mis dans les pays de la BOAD, là, les populations sont plus pauvres qu'avant? Il dit, mais c'est une question profonde. Moi-même, quand j'y vais, je suis prêt. Il n'est plus aux affaires, je peux parler de ça. Mais, il est vivant, on peut lui poser la question. Il dit que lui-même ne comprend pas. On investit des milliards dans le monde agricole. Allez voir leur situation. Ils sont plus pauvres qu'avant. On ne développe pas, on se développe. Je salue le plateau, merci beaucoup à l'expert pour ses analyses de haute qualité. Au Togo, nous avons des cerveaux exceptionnels, mais malheureusement, le Togo a un gros problème d'application des tests, c'est tout. La volonté manque. Tony de Dapaon. Ben, écoute, le problème de test reste toujours d'application. Si vous imaginez que l'Éthiopie, on parlait de we are the world, you are the children. Ça fait combien d'années? Allez en Éthiopie aujourd'hui, vous allez voir la différence. La Chine, pauvreté, misère, on aime bien monter ça à la télévision, etc. Du au socialisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont versé du carburant sur les tests socialistes et ils ont adopté les normes ISO, les normes IEC et consorts. Aujourd'hui, la Chine envoie ses produits partout dans le monde entier. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé plus de 132 millions de masse couche moyenne. Ce qui fait qu'ils sont devenus leurs propres consommateurs. Donc, ils dépendent toujours de l'extérieur jusqu'à présent, mais ils ont créé des gens qui consomment, qui ont un niveau de vitesse élevé. Avant, en Chine, par eux, ils étaient payés à moins d'$1. Hein. Aujourd'hui, les Chinois, ils gagnent même des fois, même plus que les Américains. Mais ils ont pris le temps d'accepter leurs conditions à un moment donné, le temps de s'élever. Or, nous, aujourd'hui, on ne commence pas. C'est ça qui est dramatique un peu de la situation. Il faut qu'on commence le jour. Peut-être on commence, là, je vous pose la question que j'avais déjà annoncée, avec des expériences comme Glodigbe au Bénin, PIA, plateforme industrielle d'Adedikopé, est-ce que ce n'est pas un début de mise en place des conditions pour produire local? Bon, personnellement, je n'aime pas trop parler des choses pour qu'on ne dise pas que je critique le gouvernement. Non, c'est pas ça. Il y a un document que nous avons mis en place. J'y ai travaillé en tant qu'expert à la CEDEAO lorsque ils ont décidé de copier la loi cadre du Togo. Moi, j'ai représenté le Togo dans les travaux. On leur a dit que la loi cadre là doit être sous-tendue par une politique régionale de l'industrialisation. C'est ce qu'on appelle le PICAO. Ça a été fait à Bamako. Qu'est-ce qu'on a dit dans le PICAO? On a dit qu'au lieu que les pays fassent concurrence en industrialisation, ça n'a pas d'importance. On dit qu'un produit, comme c'est signé par tous les États ratifiés, quand c'est fabriqué au Nigeria, ça doit aller dans les 15 pays. D'accord? Quand c'est fabriqué au Togo, ça doit aller n'importe où. Essayons de ne pas faire de concurrence dans notre vision de l'industrialisation. Si le Togo peut se spécialiser dans un domaine donné, les autres pays mettent leur contribution en fournissant et en alimentant l'usine du Togo qui va alimenter les autres pays. Voilà la vision du PICAO. Si on s'en rend compte qu'il manque capacité de production, par exemple le ciment, est-ce que vous avez remarqué un peu? On a combien d'unités de production du ciment au Togo? On en a combien au Ghana? On en a combien au Burkina? On en a combien au Bénin? Pourquoi on en a beaucoup, mais ça ne suffit pas? Parce que l'usine, quand c'est designé, comme on dit, c'est défini, on dit 600 000 tonnes l'année.
Vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais si vous voulez vraiment vous industrialiser, vous avez besoin du ciment, vous avez besoin du béton, vous avez besoin de ferraille. Donc, vous allez définir qu'on aura besoin de 10 millions de tonnes de ciment par an. L'usine là ne suffit pas, je vais en faire une deuxième. Mais est-ce que le Ghana a des essais de production? Si vous, peut-être que vous ne le savez pas, le Togo avait un temps fourni beaucoup de ciment au Bénin. Parce que quand on fait les routes dans la nouvelle norme, il y a une couche de ciment qu'on utilise tous les 5 mètres sur 5 mètres avant de mettre la chaussée dessus. Mais pour faire 10 km de route, vous avez vu tout ce qu'ils ont besoin de tonnage de ciment. Donc, les routes, les buildings, les constructions, tout ceci, les trottoirs ont besoin de beaucoup de ciment. Aujourd'hui, c'est suivant les projets qu'on doit définir la capacité de production. Or, si vous regardez sur la route, pourquoi il y a beaucoup de Simfaso, machin, tous ces gros camions que vous voyez sur la route, c'est parce que chaque fois qu'un pays lance un projet, il faut prendre du ciment partout où il y en a de disponible. Or, le ciment, je ne sais pas si vous le savez, c'est le plus gros consommateur d'énergie. Pour produire le ciment, il faut beaucoup d'énergie, d'électricité. Et ça, si vous n'avez pas d'électricité, on est obligé de la restreindre pour ne produire que la nuit, quand le monde dort. Ça limite aussi la production de capacité. Si vous regardez au Togo, on est en train d'implanter 2 nouvelles cimenteries, ou bien 3 même. Voilà, donc, ce qui veut dire que nous avons besoin de toutes ces cimenteries-là pour édifier notre pays. Vous imaginez dans les années 80, le père de la nation a fait 2 février, le Sarakawa, le Kazef et compagnie. S'il n'avait pas fait en 7 ans, vous les aurez aujourd'hui? Combien d'autres 2 février on en a encore? Avec quoi il avait fait? Avec les ressources que le monde paysan produisait dans le temps. Parce qu'on exportait beaucoup. Et ce qu'on exportait, le Togo était en excédent de liquidité. Il voulait rembourser les prêts, les gens ont refusé de prendre les prêts anticipés. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il les a investis dans les infrastructures. Est-ce que vous avez vu démoder le CASEF? Il est toujours d'actualité. En 2022, là. 2 février, il est toujours d'actualité. Vous voyez la vision? C'est autour de la vision qu'on bâtit ce qu'on veut mettre en place. Donc la politique commune régionale qu'on avait mis en place, le PICAO pour l'industrie, c'est que chaque pays se spécialise dans un domaine donné et tout le monde lui envoie ses productions pour que lui, il retourne les produits manufacturés. C'est ça qu'on appelle une industrialisation coordonnée. Quand on fait concurrence entre nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de produits ivoiriens qui viennent chez nous. Hein. Le savon, ça vient de la Côte d'Ivoire, ça traverse parce qu'on dit que c'est produit là-bas. Celui du Nigeria, vous connaissez Pilcha, non? Les tomates en boîte avec les sardines. Mais depuis le temps des temps, ça vient toujours du Nigeria. Mais c'est produit comment? Dans un bateau, usine. Ce n'est pas au sol. Ces concepts se font dans un bateau. On le délivre dans un carton au sol pour qu'on distribue. Donc, tout est question de vision, de ce qu'on veut faire. Donc, on doit analyser d'abord quelles sont les forces de nos productions agricoles, combien on perd en tonnage, comment on peut sécuriser ce tonnage perdu qu'on n'évalue pas, parce qu'en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que ce qu'on appelle la non-qualité, personne ne veut l'évaluer parce qu'on a honte de dire que j'ai perdu tant de milliards qui sont pourris pour rien du tout. Or, la qualité permet d'identifier où j'ai des faiblesses. Et on essaie de faire en sorte qu'on consolide le stockage. Ensuite, quand on parle d'industrialisation, beaucoup de gens ne savent pas que c'est juste une question de transformation. Si vous n'avez pas de stockage, vous allez transformer quoi? Si c'est venu directement du bord de champ, ça ne sert à rien. Donc, il faut d'abord stocker, ensuite transformer, et maintenant mettre ça sur le marché. Pour mettre sur le marché, c'est là où votre question concerne la compétitivité, il faut mettre les formes. Il faut qu'on maîtrise le produit. Comment ça a été cultivé? Est-ce qu'on a mis des produits prohibés dedans? Est-ce que, quand c'est sorti, on n'a pas eu à faire des interventions qui peuvent affecter la sécurité alimentaire? Donc tout ceci, c'est réglementaire. Et quand c'est fini, il faut faire un produit qui soit labellisé avec une vision qui attire le consommateur. Le consommateur, il pense seulement ce qui est bon. Je vous assure, Gali, la farine de manioc, à highway, comme on dit, pourquoi on ne peut pas, en propriété intellectuelle, le définir et en faire un produit local à exporter? Tenez-vous bien, la plupart de Gali qu'on trouve aux États-Unis, ça provient du Ghana.
Et les gens viennent au Togo, ramassent ça, ils vont au Ghana, ils mettent ça sous la forme de Nima Gari. Nima Gari. Tu le vois à New York, tu le vois à Chicago, mais des fois ça vient du Togo. Mais le Togo dans tout ça là, qu'est-ce qu'on retient? That is the question. Julien, il dit qu'il est scotché depuis Tchévier. Il n'arrive pas à décrocher parce que vous êtes très intéressant dans ce que vous dites. Et nous tirons déjà vers la fin de cette émission. Est-ce qu'on a le temps de relayer la question de Serge? Bonjour New World, à l'invité. Vraiment, je remercie l'invité qui maîtrise bien les problèmes de son pays, mais il ne sera jamais invité pour son expertise puisqu'il met en jeu les intérêts et les autres ne voudront pas, donc la population, les riverains de cette voie, il lui parle, non, enfin, il donne des noms, on ne pourra pas relayer l'entièreté de sa question. Serge, on vous remercie. Depuis le camp de police, il reste encore beaucoup de questions. Touata nous a écrit aussi. Bonne émission, une émission instructive. Non, là, on a déjà parlé de Touata. Votre invité est une fierté pour l'Afrique. Je voulais lui demander ce qu'il pense de la gouvernance de l'actuel président béninois, notamment son volontarisme. Raj Yakoubou depuis Parakou au Bénin. On va terminer avec cette question. Bon, oui, mais bon, en fait, juste pour votre information, NQ Bénin, officiellement, a une enseigne maintenant au 1303 boulevard du Canada, à Cotonou. Nous y étions depuis 2014 parce qu'on nous a consultés dans beaucoup de domaines et que nous intervenons dans le domaine du pétrole, dans le domaine de la construction au Bénin. Etc. Vous avez contrôlé la trentaine de stades construits. Les terrains qu'on sort. Bon, je peux dire que le président Talon, bon, je doutais un peu de lui, mais depuis quelque temps, il me surprend. Parce que non seulement il a fait des réformes qu'on ne voit nulle part ailleurs, telles que la réforme sur la TVA. Aujourd'hui au Bénin, toute émission de facture et consorts est directement connectée à la direction générale des impôts. Tu ne peux pas aller déclarer ce que tu veux. Même à la station de service, quand tu prends du carburant, tu es directement connecté. Ce n'est pas une commission qui va après déclarer les trucs comme on en a chez nous là. Non. Chaque station est directement responsable de ses collectes de taxes et compagnie. Ce n'est pas une centralisation intermédiaire. Non, pas du tout. Et du coup, il se retrouve avec beaucoup de cash, de liquidité. Et c'est ça qu'il utilise pour investir. Vous allez aujourd'hui dans la ville, vous allez vous remarquer que, bon, j'ai amené la dernière fois des Béninois au Togo, chose qui les a surpris, premièrement, pourquoi les rues ne sont pas éclairées? C'est la question qu'ils m'ont posée. J'ai rigolé. Mais au Bénin, toutes les rues qui sont faites, avec trottoir, avec l'éclairage. Ça veut dire qu'ils ont mis l'accent sur la norme. Et l'ANEM, que je connais bien, je travaille avec eux, l'agence béninoise de normalisation et de la méthodologie, ce sont des collègues qui sont là-bas, on travaille ensemble en symbiose. C'est des gens qui sont dans les marchés tout le temps. Ils vérifient, ils font en sorte que la population se sent prise en charge. Bref, j'apprécie. Un bon départ alors. Merci. Nous aurons le temps donc d'évoquer d'autres sujets. Vous êtes un personnage immense. Merci, Monsieur Lawson Ucheli. D'abord, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'éclairer nos concitoyens. Moi, je suis disponible toujours dès que je peux, parce que n'oubliez pas que quand on a l'expertise, c'est qu'on nous sollicite partout, on a besoin de nous. Nous, on travaille en Éthiopie, on travaille partout, on n'est pas limité au Togo. Donc, ce qui fait que, bon, on se sent à l'aise dans ce qu'on dit, ce qu'on fait. Quand on constate, on le dit. Maintenant, si certains ont des problèmes particuliers sur lesquels ils peuvent solliciter notre avis, nous n'hésiterons pas. Il y a des ministres qui nous consultent sur certains projets, on donne notre avis toujours. Mais ils ne sont pas obligés toujours d'appliquer, mais seulement c'est un avis qu'on a donné. Merci. Merci, M. Lawson Ucheli. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Vous étiez très nombreux. On n'a pas pu relayer toutes vos questions, mais on vous promet la prochaine fois de revenir peut-être là-dessus. À très bientôt.